La route de la mort. Au cœur de la Bolivie, parmi des paysages montagneux à couper le souffle, se trouve une route qui a acquis une réputation terrifiante dans le monde entier. Connue sous le nom de route des Yungas, ou plus communément appelée la route de la mort, ce chemin sinueux défie les conducteurs depuis des décennies, emportant la vie de milliers de personnes dans le processus. Cette route, qui relie La Paz à la région des Yungas, est un mélange de dangers extrêmes et de vues spectaculaires que peu d'endroits sur Terre peuvent offrir. Dès son départ, elle s'élève, serpentant à travers un terrain montagneux qui semble défier la logique de toute construction humaine. Son point culminant atteint une altitude impressionnante de 4651 mètres au-dessus du niveau de la mer, où les nuages semblent toucher le sol. Mais ce qui rend cette route si dangereuse n'est pas seulement sa localisation géographique, mais aussi ses caractéristiques structurelles. Au point le plus étroit, la route mesure seulement 3 mètres de large. Sans barrière de protection séparant les véhicules d'une falaise qui plonge sur plus de 600 mètres dans le vide, toute erreur, aussi petite soit-elle, peut être fatale. Imaginez conduire sur une étroite bande de terre où une légère déviation à droite ou à gauche pourrait signifier la fin. Et comme si cela ne suffisait pas, la surface de la route est principalement composée de terre et de gravier, augmentant le risque de glissement de terrain et de dérapage, surtout pendant la saison des pluies. En parlant de pluie, le climat de cette région joue également un rôle crucial dans son péril. Les vents humides venant de la jungle voisine se heurtent aux montagnes, créant un brouillard dense qui réduit la visibilité à presque zéro. Les pluies torrentielles sont fréquentes, transformant la route en boue glissante et déclenchant des glissements de terrain qui peuvent bloquer complètement le chemin, ou pire encore, précipiter les véhicules dans le vide. Même par temps ensoleillés, les conditions ne sont pas nécessairement favorables. La poussière soulevée par les véhicules en mouvement peut obscurcir la vue, et les bords de la route sont si instables que même un simple poids supplémentaire pourrait provoquer un effondrement. Au cours des années 1990, cette route a acquis sa réputation la plus sombre. Selon les archives, entre 200 et 300 personnes perdaient la vie chaque année en essayant de la traverser. Des véhicules bondés de passagers, des camions chargés de marchandises et des motards audacieux sont tous tombés victimes de ce chemin traître. Des croix et de petits hôtels le long de la route témoignent silencieusement des vies perdues ici. Malgré son danger, la route des Yungas reste une liaison vitale pour les communautés locales. Pendant des années, elle a été la seule route reliant les zones rurales des Yungas à la capitale bolivienne, transportant non seulement des personnes, mais aussi des produits agricoles essentiels comme des fruits, des légumes et des feuilles de coca. Le besoin d'utiliser cette route était si grand que, pour beaucoup, le risque faisait simplement partie de la vie. En 2006, une route alternative et plus sûre a été construite pour détourner le trafic principal, réduisant considérablement les accidents sur l'ancienne route. Cependant, malgré l'existence de cette nouvelle route, la route de la mort continue d'attirer certains conducteurs, et étonnamment, un nombre croissant de touristes. Des aventuriers du monde entier viennent en Bolivie spécifiquement pour vivre l'adrénaline de voyager sur cette route à vélo ou en véhicule. Pour eux, c'est un mélange d'excitation, de défis et de respect pour l'histoire de cette route mortelle. Aujourd'hui, le gouvernement bolivien décourage l'utilisation de l'ancienne route pour les transports quotidiens, mais son héritage demeure. Elle est un sombre rappel de ce qui se passe lorsque la nature et l'ingénierie humaine sont en lutte constante. La route des Yungas n'est pas seulement une route dangereuse, c'est un symbole de résilience et de bravoure pour les communautés qui en dépendent. Chaque courbe, chaque précipice et chaque hôtel racontent des histoires de survie et de tragédie. Et bien que sa réputation de l'une des routes les plus dangereuses du monde reste intacte, elle est aussi un témoignage de l'esprit humain face aux adversités les plus extrêmes. La caverne des cristaux. Au profond de la Terre, au cœur du Mexique, se trouve une merveille naturelle qui semble tout droit sortie d'une histoire de science-fiction. La caverne des cristaux, située près de la mine de Neca dans l'état de Chihuahua, est un endroit où la nature a travaillé pendant des centaines de milliers d'années pour créer quelque chose d'extraordinaire. Cependant, malgré sa beauté impressionnante, ce site est aussi l'un des plus mortels de la planète. Découverte en 2000 par des mineurs extrayant de l'argent et du plomb, la caverne a stupéfié le monde avec ses gigantesques cristaux de sélénite. Ces cristaux sont les plus grands jamais trouvés, atteignant des longueurs allant jusqu'à 12 mètres et pesant plus de 55 tonnes. Imaginez un espace souterrain où ces formations massives s'élèvent comme des colonnes lumineuses, reflétant la lumière dans un spectacle presque magique. À première vue, cela semble être un lieu propice à une expédition scientifique ou un plateau de tournage. Mais la réalité est que la caverne des cristaux est aussi dangereuse qu'impressionnante. La caverne se trouve juste au-dessus d'une chambre magmatique active, expliquant ses conditions extrêmes. La température à l'intérieur de cet espace peut atteindre 45 degrés Celsius, et l'humidité relative grimpe jusqu'à 99%. Ces conditions rendent la caverne hostile à l'humain, car la chaleur combinée à l'humidité empêche sévèrement le corps de se refroidir, entraînant un épuisement dû à la chaleur en quelques minutes. Sans équipement adéquat, toute tentative d'explorer la caverne pourrait entraîner la mort.
Les scientifiques étudiant la caverne des cristaux utilisent des combinaisons réfrigérées spéciales et portent des systèmes de respiration pour éviter d'inhaler l'air saturé d'humidité. Même avec ces précautions, le temps qu'ils peuvent passer à l'intérieur est strictement limité, généralement pas plus de 10 minutes. Cela fait de chaque expédition une course contre la montre, où chaque seconde compte pour collecter des données, prendre des photographies et analyser les cristaux. Mais comment ces gigantesques cristaux se sont-ils formés? Le processus a commencé il y a plusieurs centaines de milliers d'années, lorsque la chambre magmatique sous la caverne a chauffé l'eau souterraine riche en minéraux. Ce liquide, saturé de sulfate de calcium, est resté dans un état stable et à haute température pendant une longue période, permettant aux cristaux de croître sans interruption. Avec le temps, le refroidissement progressif de l'eau a permis aux cristaux d'atteindre leur dimension massive. Ce processus naturel unique a créé un paysage souterrain sans pareil dans le monde. Malgré son inaccessibilité, la caverne des cristaux a attiré des scientifiques du monde entier. Les recherches menées ici ont révélé des détails sur la formation de cristaux géants et des formes de vie extrémophiles. Dans de minuscules poches de liquide emprisonnées à l'intérieur des cristaux, les scientifiques ont trouvé des micro-organismes isolés depuis des dizaines de milliers d'années, survivant dans des conditions jadis considérées comme impossibles pour la vie. Ces découvertes ne se contentent pas d'étendre notre compréhension de la biologie extrême sur Terre, elles soulèvent également des questions fascinantes sur la possibilité de vie sur d'autres planètes avec des conditions similaires. Cependant, l'avenir de la caverne des cristaux est en péril. Après sa découverte, la mine de Neka a continué ses opérations, et l'eau souterraine, qui avait été pompée pour permettre l'accès à la caverne, a commencé à la submerger à nouveau lorsque les opérations minières se sont temporairement arrêtées. Aujourd'hui, une grande partie de la caverne est sous l'eau, et l'accès est pratiquement impossible. Bien que cette inondation protège les cristaux des dommages et de la contamination, elle pose également un défi pour les futures recherches scientifiques. La caverne des cristaux est un rappel des merveilles cachées que notre planète a encore à révéler. C'est un lieu où la géologie, la biologie et la chimie se mêlent pour créer quelque chose qui défie notre compréhension de ce qui est possible. Cependant, c'est aussi un rappel de la fragilité de ces environnements et de la responsabilité que nous avons de les préserver. Explorer la caverne des cristaux n'est pas simplement une question de curiosité scientifique. C'est un voyage aux limites de ce que l'humanité peut endurer, un défi à la fois physique et intellectuel. Et bien que très peu aient eu le privilège de la voir en personne, son existence nous invite à réfléchir sur la diversité incroyable et la complexité de notre planète et les secrets encore enfouis sous sa surface. L'île aux serpents. Au large de la côte brésilienne se trouve un endroit que peu osent explorer. L'île de Queimada Grande, plus communément connue sous le nom d'île aux serpents, est un coin du monde où la nature semble avoir défié tout bon sens. Cette petite île, située à environ 35 km de Sao Paulo, abrite l'une des espèces de serpents les plus venimeuses de la planète, le lancette doré. Ce serpent, également connu sous le nom de Bothrope insulari, possède un venin capable de provoquer la mort en moins d'une heure. À première vue, l'île pourrait sembler être un paradis, avec sa végétation tropicale et un accès apparemment facile depuis le continent. Cependant, la réalité de cette île est tout autre. Le lancette doré, une sous-espèce du lancette commun, a évolué de manière unique en raison de l'isolement géographique de l'île. Ce serpent a développé un venin plus puissant que ses cousins du continent, s'adaptant à son environnement et à l'absence de prédateurs naturels. En conséquence, l'île est un endroit extrêmement dangereux où les humains n'ont pas leur place, sauf dans des circonstances très particulières. L'accès à l'île aux serpents est strictement interdit. Seul un nombre limité de scientifiques et d'experts en herpétologie peuvent obtenir la permission de visiter l'île et d'y mener des recherches. Cette interdiction existe pour une raison très claire. Les serpents de l'île représentent un danger mortel pour quiconque y met les pieds sans la connaissance et l'équipement approprié. Bien que le venin du lancette doré ne soit pas le plus rapide en termes d'action létale, la rapidité avec laquelle il se propage dans le corps et l'absence d'antivenin spécifique font de toute rencontre avec ces serpents une situation de vie ou de mort. Malgré son danger, les serpents de l'île ont attiré l'attention des biologistes et des écologistes du monde entier. Étudier comment cette population de serpents a évolué en isolation a fourni aux scientifiques des informations précieuses sur l'adaptation des espèces et sur la manière dont les conditions environnementales peuvent influencer l'évolution animale. Cependant, la recherche sur l'île aux serpents est compliquée et coûteuse, limitant considérablement le nombre d'études menées sur place. Le mythe de l'île a également contribué à sa renommée. Depuis des siècles, l'île aux serpents est mentionnée dans les récits populaires et les histoires d'horreur. L'idée d'un endroit inhabité rempli de serpents venimeux alimente l'imagination collective. On dit qu'autrefois, l'île était visitée par des pirates et des explorateurs, mais aucun d'entre eux n'a survécu pour raconter l'histoire. Ces récits, bien que exagérés, ont contribué à renforcer l'image de l'île en tant que lieu mystique et mortel. L'aspect physique de l'île joue également un rôle crucial dans son danger.
Son terrain accidenté et rocheux la rend presque impossible à naviguer le long de ses côtes. La végétation dense et l'absence de sentiers accessibles compliquent encore toute tentative de s'aventurer dans l'île. Pour aggraver les choses, l'île est entourée de hauts infestés de requins, ce qui rend toute tentative d'évasion encore plus risquée. Bien que l'île aux serpents soit inhabitée par les humains, la faune locale est adaptée aux conditions extrêmes de l'île. Outre les serpents, l'île abrite de nombreux oiseaux, dont certains ont également développé des comportements uniques en raison de la présence des lancettes dorées. Les chercheurs ont découvert que beaucoup de ces oiseaux ont appris à éviter les serpents grâce à des comportements d'évasion hautement sophistiqués. Ces types d'adaptations ont fait de l'île aux serpents un laboratoire naturel pour étudier la coévolution entre prédateurs et proies. Cependant, la population de serpents de l'île est constamment menacée par les changements climatiques et les activités humaines dans les zones environnantes. La déforestation et l'urbanisation près de la côte peuvent affecter l'équilibre écologique de l'île. En effet, certaines initiatives de conservation ont commencé à émerger pour protéger la faune unique de l'île et s'assurer que le lancette doré reste un élément clé de cet écosystème isolé. Malgré sa réputation de lieu extrêmement dangereux, l'île aux serpents demeure une énigme pour le monde. Son inaccessibilité et la menace constante des serpents ont fait en sorte que peu de personnes ont réussi à explorer en profondeur ses secrets. Cependant, ceux qui ont eu la chance d'étudier cet endroit ont révélé une partie de la nature qui reste cachée aux yeux du monde. L'île est, à bien des égards, un rappel de la puissance et de la dangerosité des forces de la nature et de la manière dont les humains doivent respecter ses limites s'ils souhaitent survivre sur cette planète. Ainsi, bien que l'île aux serpents demeure une destination intrigante pour les aventuriers et les scientifiques, il faut se rappeler que parfois, le plus grand danger n'est pas ce que l'on voit au premier abord, mais ce qui se cache derrière la beauté d'un paysage apparemment inoffensif. La vallée de la mort. Au cœur de la Californie, aux États-Unis, se trouve un endroit notoire pour sa chaleur implacable, ses paysages désolés et ses conditions extrêmes. Cet endroit, connu sous le nom de Vallée de la Mort, est l'une des destinations les plus inhospitalières et mortelles de la planète. Ici, les températures peuvent dépasser les 50 degrés Celsius, et la vie semble avoir été complètement oubliée. La nature expose sa puissance, testant l'endurance humaine et mettant au défi quiconque ose franchir ses frontières. La Vallée de la Mort n'est pas seulement un désert chaud et aride, c'est une véritable scène de survie. Son nom provient des récits des pionniers et des explorateurs qui, au XIXe siècle, ont tenté de la traverser, beaucoup ne revenant jamais. Cette terre impitoyable a été témoin de nombreuses tragédies au fil des années, les températures extrêmes restant la menace principale pour quiconque s'y aventure sans préparation. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la Vallée de la Mort est son climat extrêmement chaud. En juillet 1913, la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre a été relevée au ranch Furnace Creek, au cœur de la vallée, 56,7 degrés Celsius. Ce chiffre impressionnant sert de rappel à la chaleur intense qui frappe ce terrain aride. La chaleur extrême peut faire fondre l'asphalte, et même les animaux les mieux adaptés sont confrontés à d'importants défis pour survivre. L'eau est rare et doit être recherchée dans des puits souterrains, car les précipitations dans la région sont quasiment inexistantes. En plus de la chaleur, la Vallée de la Mort regorge d'autres dangers, en faisant un endroit mortel pour les imprudents. Dans ces terres désertiques, des animaux venimeux tels que les serpents à sonnettes et les scorpions représentent une menace constante pour ceux qui traversent la vallée. Malgré le manque d'eau, ces animaux ont trouvé des moyens de survivre dans un environnement aussi extrême, s'adaptant aux températures brûlantes et aux pénuries alimentaires. Les serpents à sonnettes, par exemple, se cachent dans les crevasses rocheuses pendant la chaleur du jour et sortent au crépuscule pour chasser leurs proies. Les scorpions cherchent refuge à l'ombre des rochers et des arbres secs, attendant leur prochaine victime. La Vallée de la Mort abrite également des espèces qui, malgré les adversités, trouvent des moyens uniques de survivre. Des plantes comme le buisson de crécelle, qui peut vivre jusqu'à 1000 ans, se sont adaptées pour supporter la chaleur et la sécheresse. La flore de la région a développé des stratégies ingénieuses pour survivre avec un minimum d'eau, certaines plantes étant même capables de stocker de l'eau pendant des mois pour rester en vie. Les conditions extrêmes de la vallée ont également permis la prolifération de certaines espèces animales qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, comme certains types de rongeurs et d'oiseaux qui se sont adaptés aux fluctuations intenses des températures, passant parfois de 50 degrés le jour à près de 0 la nuit. Malgré sa dureté et ses conditions extrêmes, la Vallée de la Mort possède une beauté unique qui attire les touristes et les aventuriers du monde entier. Ceux qui survivent aux conditions difficiles et terminent leur visite sont émerveillés par la sérénité qui émane de ce désert. Les vastes étendues de sable et de roches, le ciel dégagé et le calme créent une atmosphère presque surréaliste. Cependant, cette beauté est trompeuse, car le danger guette à chaque pas. Les températures brûlantes, le manque de ressources et la menace des animaux sauvages sont des défis constants pour ceux qui osent traverser la vallée. La Vallée de la Mort est également célèbre pour ses formations géologiques, de véritables merveilles naturelles.
Parmi elles figurent les dunes Eureka, certaines des plus hautes dunes de sable du monde, et le bassin de Badwater, le point le plus bas d'Amérique du Nord, à 86 mètres sous le niveau de la mer. Ces formations géologiques ont été façonnées au fil de milliers d'années par les vents et les conditions climatiques extrêmes, créant des paysages qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. La majesté de ces lieux, combinée aux conditions rigoureuses de la vallée, offre une expérience unique pour ceux qui décident de visiter. Cependant, malgré sa beauté et son attrait touristique, la vallée de la mort reste un endroit extrêmement dangereux. Chaque année, les autorités locales doivent secourir des dizaines de personnes qui s'aventurent sans préparation adéquate. Les températures élevées et le manque d'eau peuvent être fatales en quelques heures, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués aux conditions désertiques. Les guides touristiques recommandent à toute personne souhaitant visiter la vallée d'être équipée de suffisamment d'eau, de vêtements appropriés et d'un véhicule fiable. De plus, il est conseillé d'éviter de voyager pendant les mois les plus chauds, entre juin et août, lorsque les températures peuvent atteindre des niveaux insoutenables. La vallée de la mort, avec son climat extrême et ses dangers constants, reste l'un des endroits les plus mortels de la Terre. Pourtant, malgré sa réputation redoutable, ce désert continue d'attirer ceux qui cherchent à relever les plus grands défis que la nature peut offrir. Et bien que très peu réussissent à survivre à la chaleur accablante et aux risques qui rôdent, la vallée de la mort demeure un lieu de crainte, de respect et de fascination pour tous ceux qui osent l'affronter. Oymyakon. Dans le vaste et glacé paysage de l'est de la Russie, il existe un endroit qui défie toute logique humaine. Un endroit où le froid n'est pas simplement une gêne, mais une véritable menace pour la vie. Cet endroit, connu sous le nom d'Oymyakon, détient le titre de l'endroit habité le plus froid de la planète. Le petit village, situé en Sibérie, a enduré des températures extrêmes atteignant jusqu'à -68 degrés Celsius, une température difficile à imaginer pour ceux qui n'ont jamais vécu un froid aussi extrême. Oymyakon n'est pas seulement un lieu de température basse, c'est un rappel tangible des limites de l'endurance humaine. En hiver, la région devient un désert désolé où l'air est si dense et froid que même respirer peut devenir un défi. Les températures chutent si bas que les maisons gèlent, les moteurs des véhicules cessent de fonctionner et la vie quotidienne ralentit presque à l'arrêt. La population rare d'Oymyakon est habituée à vivre dans de telles conditions extrêmes, où s'adapter au froid devient une question de survie. Ce qui est le plus remarquable à propos d'Oymyakon n'est pas seulement le froid, mais la résilience de ceux qui y vivent. Les habitants du village ont développé des techniques et des coutumes qui leur permettent de survivre dans cet environnement impitoyable. Par exemple, les habitants d'Oymyakon ne quittent jamais leur maison sans être complètement vêtus de vêtements chauds, car une exposition prolongée à l'extérieur peut être fatale. Des couches de vêtements, y compris des manteaux épais, des gants, des chapeaux et des bottes, sont essentielles pour empêcher le froid de pénétrer le corps et de causer des dommages irréparables. De plus, les maisons sont construites avec des matériaux spéciaux et une isolation adéquate pour retenir la chaleur. Mais la vie à Oymyakon ne consiste pas seulement à s'emmitoufler et à se protéger du froid. Malgré les températures extrêmement basses, les habitants de cette région ont appris à s'adapter et à poursuivre leurs activités quotidiennes. L'agriculture, par exemple, est presque inexistante puisque le sol reste gelé pendant une grande partie de l'année. Cependant, les habitants d'Oymyakon comptent sur le bétail et les ressources qu'ils peuvent obtenir de l'environnement naturel, comme les poissons des rivières et la chasse. La pêche dans les rivières gelées est une pratique courante, et les habitants de la région sont devenus des experts pour percer la glace afin de capturer les poissons. La vie à Oymyakon est marquée par des défis quotidiens, mais les résidents font face à ces obstacles avec une force et une détermination qui semblent extraordinaires. Les enfants, par exemple, vont à l'école chaque jour, même lorsque les températures descendent en dessous de -50 degrés Celsius. Bien que les hivers soient longs et sombres, la communauté persévère et la vie à Oymyakon continue malgré les conditions difficiles qui prévalent dans la région. Un des aspects les plus surprenants d'Oymyakon est la manière dont la nature a façonné l'environnement et comment les humains ont appris à survivre dans un endroit où peu de formes de vie pourraient résister. La végétation est clairsemée, et les arbres qui survivent sont petits et tordus en raison du vent constant et des températures basses. Cependant, certaines espèces animales réussissent à survivre dans ce climat extrême. Parmi elles figurent le renard arctique, le loup sibérien et certains oiseaux migrateurs qui ont adapté leur cycle de vie pour supporter le froid. Malgré les conditions adverses, Oymyakon reste un lieu de résidence pour ses habitants, qui ont gagné un respect mondial pour leur capacité à survivre dans un environnement aussi extrême. Les températures extrêmes qui frappent la région pendant l'hiver représentent un défi non seulement pour les habitants, mais aussi pour l'infrastructure du village. Les routes sont couvertes de glace et de neige, et les véhicules doivent être spécialement préparés pour supporter les conditions extrêmes. Les conducteurs doivent souvent installer des chauffages spéciaux dans leurs véhicules pour empêcher les moteurs de geler. L'histoire d'Oymyakon est également marquée par son isolement. En raison de son emplacement éloigné, l'accès à la région est limité, et seuls les plus courageux osent s'y rendre. La population actuelle d'Oymyakon est faible,
mais les générations précédentes ont passé leur vie dans cet endroit inhospitalier, transmettant leur savoir-faire pour survivre au froid extrême. Les visiteurs qui osent se rendre à Oymyakon doivent être prêts à affronter le froid brutal et les conditions de vie difficiles, notamment l'absence de services de base comme l'eau courante et le chauffage central. La température la plus basse enregistrée à Oymyakon est de -67,7 degrés Celsius, un chiffre qui représente un défi pour tout être humain. De nos jours, les températures n'atteignent plus rarement de tels niveaux, mais le froid demeure un ennemi constant. En hiver, la durée du jour est extrêmement courte, et les nuits peuvent durer jusqu'à 21 heures, accentuant le sentiment d'isolement. Le faible ensoleillement et l'obscurité prolongée peuvent affecter le bien-être mental des habitants, rendant la vie à Oymyakon encore plus difficile. Le froid extrême d'Oymyakon n'est pas seulement un phénomène physique, mais aussi culturel. Les traditions et coutumes des habitants de la région sont profondément influencées par les conditions climatiques, et la manière dont la communauté fait face à l'adversité témoigne de leur résilience. Les habitants d'Oymyakon ont appris à apprécier ce qu'ils ont et à trouver des moyens de surmonter les obstacles imposés par la nature. Bien que la vie dans cet endroit soit rude, les habitants d'Oymyakon ont réussi à construire une communauté unie qui a résisté à l'épreuve du temps. Le village d'Oymyakon reste un exemple de la façon dont l'humanité peut s'adapter aux environnements les plus extrêmes. Malgré le froid brutal et les difficultés inhérentes à la vie dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, la vie continue. Les habitants d'Oymyakon sont les témoins de la force et de l'endurance humaine, et leur histoire reste celle de la survie et de la persévérance dans l'un des endroits les plus froids du monde. La fosse des Mariannes. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique se trouve un endroit si éloigné et mystérieux que pendant des siècles, l'humanité a à peine imaginé son existence. C'est le point le plus profond de la planète, la fosse des Mariannes. Atteignant des profondeurs de 11 km sous le niveau de la mer, la fosse des Mariannes représente l'une des dernières frontières inexplorées de la Terre. Un endroit où les conditions sont si extrêmes qu'elles défient toute compréhension humaine et demeurent une énigme même pour les scientifiques les plus avancés. La fosse des Mariannes est une profonde entaille dans la croûte terrestre située près de l'île de Guam dans l'océan Pacifique occidental. On estime qu'elle s'étend sur environ 2550 km de long, une distance comparable à la largeur d'un continent. Cependant, la caractéristique la plus impressionnante de la fosse n'est pas sa longueur, mais sa profondeur, en faisant le lieu le plus profond connu dans les océans de la Terre. Pour mettre cela en perspective, la fosse des Mariannes est plus profonde que la hauteur du mont Everest. Si l'Everest était placé dans la fosse, son sommet serait encore submergé par plus de 2 km d'eau. Cet abîme sous-marin est un lieu d'extrême. Les pressions au fond de la fosse sont si intenses que tout humain ou machine sans protection adéquate serait instantanément écrasé. La pression dans la fosse des Mariannes est plus de 1000 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. En d'autres termes, tout équipement s'aventurant dans cet environnement doit être construit avec des matériaux extraordinairement résistants pour supporter la force implacable de l'eau. L'obscurité totale règne également à ces profondeurs. La lumière du soleil ne pénètre pas au-delà de quelques centaines de mètres sous la surface, ce qui signifie que la vie au fond de la fosse doit s'adapter à une obscurité complète. Malgré ces conditions extrêmes, la fosse des Mariannes regorge de vie. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont découvert qu'en dépit de l'éloignement et de l'obscurité les plus profondes de l'océan, des organismes surprenants et uniques peuvent prospérer. Ces créatures ont développé des adaptations extraordinaires qui leur permettent de survivre dans un environnement où la température est proche du point de congélation et où la pression est insupportable pour la plupart des organismes terrestres. Certaines de ces créatures, comme les poissons abyssaux et les crustacés, ont évolué pour avoir des corps mous capables de supporter la pression sans se briser. D'autres, comme certains types de méduses, possèdent la bioluminescence, ce qui leur permet de générer leur propre lumière dans l'obscurité totale. L'un des explorateurs les plus notables à avoir visité la fosse des Mariannes est le cinéaste James Cameron. En 2012, Cameron a entrepris un voyage historique au fond de la fosse à bord d'un submersible spécialement conçu. Ce voyage lui a permis de descendre à environ 10 900 mètres, obtenant ainsi le record de la première personne à le faire en solo. Lors de sa descente, Cameron a documenté les créatures étranges et fascinantes qui habitent ces profondeurs et les conditions extrêmes qu'il a rencontrées. L'équipement de caméra qui l'accompagnait a capturé des images époustouflantes de la vie marine et de la géographie unique de la fosse. Son exploit a constitué une réalisation monumentale dans l'exploration marine, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'étude des profondeurs de l'océan. Cependant, malgré les avancées technologiques et les explorations, la fosse des Mariannes demeure un lieu rempli de mystères. Chaque nouvelle découverte dans la fosse soulève davantage de questions sur la vie dans ces profondeurs extrêmes et sur la manière dont la Terre a pu former de telles fosses profondes. Les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement les processus géologiques qui ont créé la fosse, ni son impact sur le reste de la planète. De plus, de nombreux aspects de la vie marine à ces profondeurs restent inconnus. Quelles autres créatures étranges habitent ces abysses profonds?
Comment survivent-elles dans un environnement aussi hostile? Et peut-être plus important encore, comment la fosse des Mariannes affecte-t-elle les écosystèmes de surface et la vie sur Terre dans son ensemble? Géologiquement, la fosse des Mariannes est une zone de subduction, ce qui signifie qu'une plaque tectonique s'enfonce sous une autre. Cette activité cause divers phénomènes géologiques, y compris des tremblements de terre sous-marins et la formation de volcans. La fosse elle-même contient des montagnes sous-marines et des volcans aussi grands que ceux sur Terre, mais en raison de l'inaccessibilité de la région, ces formations restent largement inconnues. La fosse des Mariannes joue également un rôle crucial dans la régulation des océans. Les zones de subduction comme la fosse des Mariannes contribuent au cycle mondial des nutriments, essentiel à la vie marine dans le monde entier. Lorsqu'une plaque tectonique s'enfonce dans le manteau terrestre, elle libère des matériaux riches en nutriments qui nourrissent les espèces vivant dans les eaux de surface. De cette manière, les zones les plus profondes de l'océan, comme la fosse des Mariannes, sont fondamentales pour la santé et l'équilibre des écosystèmes marins. À mesure que la technologie progresse, les scientifiques espèrent explorer plus en profondeur la fosse des Mariannes et ses environs. Les voyages et expéditions futures nous permettront d'en apprendre davantage sur les mystères de la fosse. Peut-être qu'un jour, tous les secrets détenus par la fosse des Mariannes seront dévoilés. Pour l'instant, elle reste un territoire presque inexploré, un rappel de l'immensité et de l'inconnu de notre planète. La côte des squelettes. Sur la côte nord-ouest de la Namibie se trouve l'un des endroits les plus inhospitaliers et terrifiants de la Terre, la côte des squelettes. Cette étendue de terre, qui s'étend sur environ 500 km, a été le théâtre de nombreuses tragédies tout au long de l'histoire. Son nom évocateur et sinistre sert de rappel aux naufrages et aux décès qui ont eu lieu le long de ces rivages, un endroit où la nature a créé un environnement si impitoyable que peu de créatures peuvent y survivre. La côte des squelettes tire son nom des restes de naufrages et des ossements d'animaux dispersés sur le sable. Pendant des siècles, cette zone était connue des marins comme un piège mortel. Ses eaux traîtresses et son climat sévère ont rendu cette côte dangereuse pour les marins. Les vents implacables, le brouillard dense et les courants erratiques ont causé d'innombrables naufrages au fil du temps. Mais l'aspect le plus inquiétant n'est pas seulement les vestiges de navires perdus, mais le sentiment omniprésent de désolation et d'abandon qui enveloppe cet endroit. Au fil des siècles, de nombreux navires passant le long de la côte ont été pris au dépourvu par le brouillard épais et les vents forts, empêchant une navigation sûre. Les eaux traîtresses ont traîné les navires vers des rochers cachés ou des eaux peu profondes, où ils se sont échoués et ont fini par sombrer. Ces naufrages ont laissé derrière eux une multitude de débris, tant des navires que des membres d'équipage qui ont perdu la vie. Les squelettes des animaux qui se sont aventurés dans la région contribuent également à ce paysage étrange, créant une atmosphère unique. La côte fait partie du désert du Namibe, l'un des plus anciens et des plus secs du monde. Ici, les dunes de sable atteignent des hauteurs impressionnantes, mais la vie dans la région est rare. Malgré la sécheresse extrême et la chaleur, ce désert abrite une faune résiliente qui s'est adaptée aux conditions difficiles. Parmi les rares survivants de cette terre aride figurent des espèces de gazelles, des renards du désert et même des phoques qui ont trouvé refuge dans les eaux froides de l'Atlantique. Cependant, la vie ici est difficile et peu de créatures parviennent à prospérer longtemps. Les phoques qui habitent la côte exemplifient la lutte pour la survie dans cet environnement impitoyable. Bien que ces animaux se soient adaptés aux conditions extrêmes de l'océan Atlantique, la chaleur brûlante du désert et les rochers acérés de la côte posent des défis constants. Les phoques ont souvent du mal à trouver suffisamment de nourriture et d'eau et doivent faire face à la menace constante des chasseurs et des prédateurs. Malgré ces difficultés, ces animaux ont réussi à survivre dans la région pendant des milliers d'années, un témoignage de la résilience de la vie face à l'adversité. En plus des phoques, la côte des squelettes abrite certains des animaux les plus rares et les plus uniques d'Afrique. Le désert du Namibe abrite plusieurs espèces de reptiles qui se sont adaptés à vivre dans cet environnement extrêmement sec. Parmi eux, on trouve le célèbre lézard du désert, qui a développé une incroyable capacité à stocker de l'eau dans son corps et à survivre dans un environnement pratiquement sans humidité. Des insectes adaptés à la vie dans le sable, comme le scorpion doré, peuvent également être trouvés, supportant les températures élevées pendant la journée et le froid extrême de la nuit. L'un des aspects les plus inquiétants de la côte des squelettes est son climat imprévisible. Les vents constants et les tempêtes de sable rendent toute tentative de navigation ou d'expédition terrestre dangereuse. Le brouillard dense qui couvre la côte pendant de nombreuses heures chaque jour réduit considérablement la visibilité, créant un environnement où les navigateurs peuvent facilement se perdre. Dans cet endroit, le manque de repères visuels et les conditions météorologiques extrêmes rendent toute tentative d'évasion presque impossible. La côte des squelettes est également un lieu où l'histoire se mêle à la tragédie. Pendant l'ère coloniale, les explorateurs européens ont tenté d'explorer et de coloniser la région, mais beaucoup ont trouvé leur fin sous les conditions implacables du désert. Les vestiges de leurs expéditions, ainsi que les squelettes de leurs chevaux et animaux, peuvent être trouvés le long de la côte, témoins silencieux de la lutte pour la survie dans ce coin inhospitalier du monde.
Malgré sa réputation de lieu de mort et de désolation, la côte des Squelettes reste un site de grande beauté naturelle. Les dunes de sable doré, les rochers accidentés et l'océan profond créent un paysage dramatique qui a captivé de nombreux voyageurs et aventuriers. Le calme et la solitude de cet endroit ont également attiré des artistes, photographes et cinéastes, qui ont utilisé la côte des Squelettes comme un décor unique pour capturer l'essence de la désolation et de l'inaccessible. L'avenir de la côte des Squelettes est incertain. Bien que la région soit connue pour sa beauté naturelle et son histoire unique, elle est également un endroit de menace constante pour la vie humaine. Les conditions extrêmes de ce désert et la côte implacable continuent de poser un défi à ceux qui tentent de l'explorer. La côte des Squelettes demeure l'un des endroits les plus dangereux du monde, un site où la nature révèle sa forme la plus sauvage et la plus létale, et où seuls les plus forts survivent. À mesure que le monde moderne progresse, cet endroit éloigné pourrait rester une énigme, un vestige d'un passé sauvage et un avertissement sur les dangers cachés de notre planète. Lac Karachai. Au cœur de la Russie, dans une région reculée et presque inhabitée, se trouve l'un des endroits les plus meurtriers de la Terre, le lac Karachai. Ce petit plan d'eau, apparemment calme et pittoresque, est en réalité l'une des zones les plus contaminées par les radiations au monde. Ce qui était autrefois un endroit populaire pour les habitants et les touristes est devenu un site hautement dangereux où quelques minutes d'exposition peuvent causer des dommages irréparables au corps humain. L'histoire de ce lac est un sombre rappel des risques cachés que nous courons lorsque l'humanité manipule la nature et la puissance de la science. Le lac Karachai est situé dans les montagnes de l'Oural méridional, une région montagneuse qui, en surface, ne montre aucun signe de la tragédie cachée dans ses eaux. Cependant, son histoire est marquée par une série de décisions qui ont transformé ce lac en une zone morte. Au milieu du XXe siècle, pendant l'ère de l'Union soviétique, le gouvernement russe a décidé d'utiliser le lac Karachai comme décharge de déchets radioactifs. Pendant plusieurs années, des tonnes de déchets nucléaires ont été versés dans ces eaux, contaminant tout autour de lui. Cette décision a eu des conséquences dévastatrices qui affectent encore la région aujourd'hui. Pendant la guerre froide, l'URSS a été contrainte de développer une série de sites secrets pour gérer le matériel radioactif et les déchets des centrales nucléaires. Dans une tentative de cacher l'ampleur de ces déchets et d'empêcher la communauté internationale de découvrir la contamination, le gouvernement soviétique a décidé de jeter de grandes quantités de déchets radioactifs dans le lac Karachai. À cette époque, la technologie de traitement des déchets n'était pas assez avancée, et les effets à long terme de la radioactivité sur les écosystèmes naturels et la santé humaine n'étaient pas entièrement compris. La contamination du lac était si extrême que, selon les scientifiques, passer plus d'une heure près de ces eaux pouvait être fatal. Même l'acte simple de s'approcher du lac pendant une courte période pouvait entraîner une dose dangereuse de radiation. Des études menées sur le lac Karachai ont montré qu'une exposition à de faibles niveaux de radiation pouvait provoquer des cancers, des maladies de la peau et des mutations génétiques qui peuvent être héréditaires. Dans les décennies suivantes, les autorités soviétiques ont tenté de cacher les preuves de la contamination, mais la vérité sur le lac Karachai a vite éclaté au grand jour, bien que cela ait eu un coût élevé. En 1990, les scientifiques ont découvert que le lac émettait une dose létale de radiation, suffisante pour tuer une personne en seulement 50 minutes. La contamination radioactive avait atteint des niveaux si élevés que la flore et la faune de la région avaient presque disparu. Les eaux du lac, autrefois un site de loisirs et de pêche pour les habitants des environs, s'étaient transformées en poison mortel. Dans les années suivantes, les autorités ont commencé des efforts pour atténuer les effets de la contamination, mais ces efforts étaient insuffisants. La radiation était tellement intense que toute tentative de décontaminer la zone semblait vaine. En 2015, le gouvernement russe a tenté de restaurer l'écosystème en recouvrant le lac Karachai d'une couche de béton afin d'isoler les déchets radioactifs et de réduire la propagation de la contamination. Cependant, malgré cet effort, les scientifiques estiment que les dommages sont déjà faits. Il est estimé que les eaux souterraines de la région ont été contaminées par des millions de gallons d'eau radioactive, affectant potentiellement les générations futures. Malgré l'énorme investissement dans le nettoyage, les effets de la contamination sur la santé des personnes vivant près du lac sont évidents. Dans la région de Tcheliabinsk, où se trouve le lac, les taux de leucémie et d'autres cancers ont considérablement augmenté, amenant les chercheurs à conclure que la radiation du lac Karachai a eu un impact dévastateur sur la population locale. Malgré les avertissements et les mesures prises pour restreindre l'accès à la zone, certaines personnes s'aventurent encore près du lac, par ignorance ou par simple curiosité. Cependant, les risques sont tellement élevés que les autorités locales ont interdit l'accès à la région, en particulier près de l'eau. En 2003, le gouvernement russe a mis en place des restrictions strictes pour empêcher les gens de s'approcher du lac, mais les visites illégales demeurent un problème. L'histoire du lac Karachai est un rappel des dangers des déchets radioactifs et de la nécessité d'une gestion responsable, car les effets de la contamination radioactive peuvent durer des milliers d'années. Bien que le lac Karachai soit l'un des endroits les plus mortels de la planète, il n'est pas le seul plan d'eau contaminé par des déchets nucléaires.
À travers le monde, il existe plusieurs endroits qui ont été victimes de la négligence humaine et de décisions prises sans comprendre pleinement les conséquences à long terme. Cependant, le lac Karachai reste l'un des exemples les plus notoires de la manière dont la contamination radioactive peut détruire la vie et affecter des générations de personnes. L'héritage du lac Karachai sert de rappel que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir un impact durable sur l'avenir. Tandis que certaines parties du monde ont bénéficié des avancées technologiques et scientifiques, d'autres, comme le lac Karachai, continuent de souffrir des erreurs du passé. Ce lac, avec son histoire tragique et son atmosphère mortelle, reste un symbole de ce qui peut se passer lorsque l'humanité est guidée par la cupidité et la négligence, au lieu de prendre en compte le bien-être des générations futures. La piscine du diable. À travers le monde, il existe des endroits tellement dangereux qu'ils semblent nous défier de nous en approcher, tout en nous rappelant à quel point nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains face à la nature. Parmi ces lieux extrêmes et d'une beauté époustouflante se trouve la célèbre piscine du diable, située aux chutes Victoria, l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes de la planète. Cette piscine, située juste au bord de la chute d'eau la plus spectaculaire du monde, est un lieu où les gens prennent le risque de s'y immerger pour vivre la sensation unique d'être sur le point de tomber dans le vide. Cependant, la piscine du diable n'est pas un endroit pour les imprudents. Située à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria sont l'une des 7 merveilles naturelles du monde, avec leur impressionnante chute de 108 mètres attirant des millions de touristes chaque année. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à un endroit spécifique des chutes, il existe une piscine naturelle où les touristes s'aventurent, défiant la chute d'eau mortelle à quelques mètres seulement. Cette piscine, connue sous le nom de piscine du diable, est incroyablement dangereuse, mais elle reste l'une des attractions touristiques les plus intrigantes de la région. La piscine se trouve sur un rocher juste au bord des chutes Victoria. À première vue, elle semble être un paradis, avec des eaux calmes et claires invitant les visiteurs à se baigner. Cependant, ce qui n'est pas immédiatement visible, c'est le danger imminent qui guette les baigneurs. La piscine est située à un point critique, juste au bord d'une chute d'eau massive qui tombe d'une grande hauteur, créant l'une des cascades les plus imposantes du monde. Bien que la piscine elle-même soit relativement calme, le risque de tomber dans la cascade est toujours présent, faisant de cet endroit un défi pour les plus courageux. Ce qui rend la piscine du diable encore plus dangereuse, c'est le comportement imprévisible des courants d'eau pendant la saison des pluies. De janvier à juin, lorsque la saison des pluies affecte la région, le débit d'eau augmente considérablement et les courants deviennent beaucoup plus forts. Ce changement de débit peut pousser les baigneurs vers la cascade, augmentant considérablement le risque de chute. Pendant cette période, les autorités touristiques recommandent vivement d'éviter la piscine, car les eaux turbulentes peuvent entraîner les gens dans le vide sans avertissement. Cependant, pendant la saison sèche, de août à décembre, les eaux de la piscine du diable deviennent plus calmes, et la piscine devient un endroit relativement sûr pour ceux assez audacieux pour profiter de cette expérience unique. Durant cette période, les autorités touristiques fournissent des guides expérimentés qui accompagnent les touristes et leur enseignent à nager en toute sécurité dans la piscine, en s'assurant qu'ils restent éloignés du bord dangereux. Pour ceux qui ont le courage de profiter de la piscine, l'expérience est bouleversante. Se tenir au bord de l'une des plus grandes cascades du monde, avec seulement une fine couche d'eau séparant les baigneurs du vide, crée une montée d'adrénaline qu'il est difficile de retrouver ailleurs sur Terre. Malgré les risques, la piscine du diable reste une destination populaire pour les touristes cherchant à vivre quelque chose de véritablement unique. Pour beaucoup, l'opportunité de nager dans cette piscine et de profiter de la vue à couper le souffle des chutes Victoria est une expérience unique dans une vie. Cependant, cet endroit sert également de rappel que, peu importe la beauté du paysage, la nature détient toujours le pouvoir, et toute distraction peut entraîner une tragédie. Les guides touristiques de la région avertissent toujours les visiteurs des dangers de s'approcher trop près du bord et insistent sur le fait qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. La piscine du diable est un témoignage de la beauté et de la férocité de la nature, un endroit où l'homme se confronte à la puissance de la terre, de l'eau et du vent. En plus des risques liés à la piscine elle-même, un autre facteur important à prendre en compte sont les animaux vivant dans les eaux avoisinantes. Bien que la région soit connue pour sa beauté naturelle, elle abrite également des créatures dangereuses telles que des crocodiles et des hippopotames, qui peuplent le fleuve Ambèze alimentant les chutes Victoria. Ces animaux, souvent invisibles aux baigneurs approchant la piscine, représentent un risque significatif. Les hippopotames, par exemple, sont responsables de plus de décès humains en Afrique que tout autre animal sauvage, et leur agressivité peut mettre les touristes inconscients dans des situations très dangereuses. De plus, les crocodiles, experts en embuscade, peuvent se cacher dans les eaux avoisinantes, attendant une occasion de frapper toute personne qui s'aventure trop près. Dans ce contexte, la piscine du diable n'est pas seulement un lieu de beauté à couper le souffle, mais aussi un rappel des défis posés par la nature sauvage de l'Afrique. Malgré toutes les précautions prises pour assurer la sécurité des touristes, il existe toujours un risque inhérent lorsqu'on interagit avec un environnement aussi imprévisible. Les guides touristiques accompagnant les baigneurs sont formés pour réagir en cas d'urgence,
Mais les autorités insistent toujours pour que les touristes suivent les instructions et évitent les risques inutiles. Bien que la piscine du diable soit un endroit spectaculaire et une attraction unique, elle nous montre la relation complexe que nous avons avec la nature. Une relation d'admiration et de respect, mais aussi de prudence. La beauté des chutes Victoria et de sa piscine cachée au bord de la cascade nous rappelle que, bien que nous puissions profiter de certains des paysages les plus époustouflants du monde, nous ne devons jamais oublier que la nature a un pouvoir immense et que, lorsque nous nous y attendons le moins, elle peut changer les règles du jeu. Tout au long de ce voyage à travers certains des endroits les plus dangereux de la planète, nous avons été témoins de l'immensité et de l'imprévisibilité de la nature. Chaque recoin de la Terre recèle des secrets et des merveilles, mais aussi des dangers qui défient notre existence. La piscine du diable, la route des Yungas, les grottes mortelles et tant d'autres destinations nous montrent la fine ligne entre beauté et risque. Elles nous invitent à réfléchir à notre vulnérabilité face à l'ampleur de la nature et à l'importance de respecter ses forces. Bien que la curiosité et le désir d'explorer fassent partie de notre nature, il est toujours sage de se rappeler que certains endroits, aussi fascinants soient-ils, doivent être abordés avec prudence. En fin de compte, la Terre est un endroit incroyable, mais aussi un rappel constant de notre fragilité.